Oui, merci Florence. Voilà, vraiment, vraiment en deux mots, parce que c'est pas l'essentiel de notre discussion de ce soir, mais pour vous resituer un petit peu les uns et les autres, si vous ne nous connaissez pas tous encore, voilà, ce qu'est le Lierre, du coup, cette association qui organise la conférence de ce soir. Donc, on est un réseau, en réalité, un réseau de professionnels qui travaillent dans le champ de l'action publique. C'est ça qui est au cœur de notre structure qui, du coup, s'est créée en fin d'année 2019. Donc, on a déjà 2 ans et on réunit aujourd'hui plus de 600 membres. Donc, on a eu une croissance aussi au moment du Covid plutôt numérique, ce qui nous a permis d'avoir des membres vraiment dans tous les territoires en France. Et donc, on rassemble des professionnels de l'action publique et en particulier des fonctionnaires ou fonctionnaires, agents publics, collaborateurs, collaboratrices de cabinet. De différentes institutions publiques et sur différentes thématiques de politique publique. Voilà, ce qui est vraiment au cœur du projet et ce qui a motivé surtout la création de ce réseau, c'est déjà de se rencontrer, de se faire rencontrer ces professionnels qui sont issus d'organisations vraiment différentes, mais qui travaillent à la mise en œuvre de ces politiques publiques de transition et qui surtout partagent ces valeurs communes autour de l'action publique écolo, l'action publique solidaire. Donc, c'est déjà de se rencontrer, c'est aussi de partager nos pratiques, nos idées, nos réflexions et souvent aussi nos blocages, mais pour essayer chacun les uns les autres, à notre niveau, à nos échelles, de faire évoluer ces sujets. Et puis le troisième axe principal, c'est de se former entre nous et avec des intervenants comme on le fait ce soir et de participer à la diffusion de ces idées et de ces propositions écologistes dans la sphère publique. Voilà, après, on s'est développé des fois sur des piliers un peu annexes à la mesure des envies et des motivations de nos membres. Mais c'est surtout voilà, ces trois sujets qui sont au cœur de notre mission. On s'est constitué en association l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, ce qui fait qu'on a mis en place aussi une politique d'adhésion qui nous a permis de faire un certain nombre d'événements aussi cette année on a pu se développer aussi sur cette base-là et on travaille une très belle feuille de route pour 2022 sur toujours cette idée de se développer et de changer d'échelle. Peut-être en deux mots pour dire quels sont les, euh, les actions qu'on développe plus particulièrement. On a donc une conférence mensuelle tous les derniers mercredis du mois. Alors là, on a ripé d'une semaine, mais donc les DMDM, avec voilà, l'occasion pour nous d'inviter des intervenants sur des sujets. On a une newsletter, bien sûr, régulière qui permet de partager toutes nos actualités et de partager aussi les actualités de nos membres et de nos partenaires. Et puis, on a un système de formation gratuite, de groupes de travail, voilà, pour creuser des sujets plus en profondeur, des temps de co-développement, un programme de mentorat aussi. Donc, pour favoriser le partage d'expériences. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour vous permettre et nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, mais comme ça nous permet de resituer un petit peu l'événement et du coup, pour le coup, un petit peu les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Sophie. Bon, bah, nous allons rentrer, comme tu l'as dit, dans le vif du sujet. Alors, rebonsoir Gaëlle Giraud.
Alors, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste à l'Agence française de développement, que j'avais pu vous croiser d'ailleurs quand je travaillais sur les territoires d'outre-mer. Et vous êtes actuellement fondateur et directeur du programme de justice environnementale à l'Université de Georgetown. Alors effectivement, nous au sein du LIER, dans le cadre de nos travaux, nous sommes très attachés à faire vivre le débat et partager avec l'ensemble des membres du réseau nos pratiques et nos réflexions sur les ressorts et les mécanismes de l'action publique en matière de transition écologique. Force est de constater aujourd'hui que l'heure n'est plus au constat partagé par le plus grand nombre sur l'urgence climatique, mais plutôt à celui sur la réalité concernant le niveau des moyens et des transformations qui sont engagées ou pas. On peut voir fleurir des conférences, des réunions, des sommets en tout genre pour le climat. Il y a des lois, des accords internationaux, même un peu, j'allais dire, dans tous les sens, des plans de relance. Et pour autant, ce qu'on voit, c'est que le GIEC poursuit et amplifie ses alarmes sur la trajectoire actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences. Face à ces alertes, quand on reprend vos interviews et propositions les plus récentes sur la transition écologique, il y a un terme qui m'a frappé, qui revient sans cesse, c'est celui que vous employez, la reconstruction écologique. Pour y parvenir, vous proposez notamment de mettre au cœur du débat public la nécessité de faire évoluer deux éléments déterminants, mais qui ne se mettent pas forcément côte à côte comme ça intuitivement, qui sont pourtant essentiels, qui sont la finance et l'enseignement. Ce soir, nous vous avons invité à partager avec nous vos analyses et propositions autour de 3 thèmes principaux. 1, le système financier actuel et quel rôle pourrait jouer la BCE autour notamment de 2 enjeux majeurs, la responsabilité des banques dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi les options visageables pour régler la question de la dette publique des États. En 2, on ne pouvait pas profiter de votre présence et ne pas évoquer avec vous la question de la COP26. Quel bilan vous faites des quelques avancées, mais aussi quelles sont selon vous ses principales lacunes? Et enfin, on terminera sur la question de l'inscription de la reconstruction écologique au cœur de l'enseignement et de la formation. Alors, ce qu'on se disait donc, c'est pour permettre un échange avec nos participants, on vous propose pour chacun de ces 3 thèmes un exposé d'environ 15-20 minutes, puis ensuite on prendra quelques questions avant d'enchaîner sur le sujet suivant. Alors, merci à tous ceux déjà qui nous ont remonté leurs questions. Pour les autres, vous pouvez inscrire vos commentaires et questions directement sur le fil des discussions. Sans plus tarder, on va passer au premier thème de la soirée. On va commencer par celui de la finance. Alors, l'Institut Rousseau, dont vous êtes le président d'honneur du conseil scientifique, a publié un rapport sur la base d'une analyse des bilans des 11 plus grandes banques européennes. Dans la conclusion de ce rapport, qui souligne notamment les mirages de la finance dite verte, vous rappelez l'addiction des banques aux actifs fossiles et vous liez, c'est ça qui est intéressant aussi, le risque systémique et le risque climatique. Alors déjà, la première question qu'on voulait vous demander, quels sont pour vous ces risques et quelles solutions pour en sortir? Bon, merci de me donner la parole, de m'inviter, et merci de me poser cette question qui, effectivement, d'après moi, est fondamentale. Peut-être, ce n'est pas du tout pour ne pas y répondre, je vais y répondre en 30 secondes, mais je pense qu'il faut replacer cette question à l'intérieur d'une interrogation plus vaste qui est pourquoi ça bloque? C'est-à-dire, vous l'avez rappelé il y a un instant, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui parlent de la question écologique, au moins la question climatique. La question de la biodive, à mon avis, est encore trop en retard. Et puis surtout la question des ressources naturelles qui vont manquer. Ça, c'est encore largement absent du débat public, mais ça va venir. En tout cas, comparé à ce qui se passait il y a même 5 ans, on a fait des progrès considérables, au moins dans une prise de conscience apparente dans l'espace public. Et donc, la question que je pense on se pose tous, c'est comment se fait-il que malgré les bonnes volontés de tant de gens réunis, il n'y ait pas grand-chose qui advienne? Et mon expérience à moi, c'est le blocage fondamental ne vient pas de la fonction publique, ce n'est pas mon expérience du tout. C'est vrai qu'à Bercy, on n'est pas forcément très éclairé sur cette question, mais Bercy n'est pas l'obstacle majeur. Du côté des capitaines d'industrie non plus. La plupart de ceux avec qui je discute ont compris que le business de demain pour eux, c'est la transition écologique ou la reconstruction écologique. Et évidemment, ça ne vient pas du tout de la société civile, qui, elle, a compris ces sujets bien plus tôt que tous les autres et se mobilise depuis longtemps. Donc, mon diagnostic à moi, c'est que le seul secteur qui, intrinsèquement, n'a pas intérêt à ce que la reconstruction écologique ait lieu, c'est le secteur bancaire, malheureusement. Et plus globalement, le secteur financier
en incluant dedans les compagnies d'assurance et les fonds de gestion d'actifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous énormément d'actifs liés aux fossiles, aux énergies fossiles dans leur bilan. Et donc, vous rappeliez à juste titre le rapport qu'on a sorti en juin dernier avec l'Institut Rousseau, les Amis de la Terre et quelques autres, qui montre que sur les 11 premières banques européennes, donc de la zone euro, première en termes de taille de bilan, si on fait la somme de l'ensemble des actifs directement liés aux fossiles, on ne fait même pas d'exercice de second tour. Vous savez bien que si demain matin, on déclarait que, par exemple, le charbon est un actif échoué, donc plus personne n'a le droit de vendre ou d'acheter du charbon, l'impact serait beaucoup plus vaste que simplement sur les industries qui dépendent directement du charbon, les industries charbonnières, puisqu'il y aurait un deuxième tour. Toutes celles qui dépendent des premières seraient elles-mêmes affectées, etc. Sans même tenir compte du second tour, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a plus de 500 milliards d'actifs fossiles dans les 11 premières banques de la zone euro. Ces actifs représentent en moyenne 95% des fonds propres de ces banques. Alors avec des fortes disparités, quelques-unes c'est 115, quelques autres, il n'y en a pas beaucoup, c'est 80, mais en moyenne ça fait 95. Et une banque qui perd 95% de ses actifs, elle est évidemment en faillite immédiatement. Voilà. Et donc, même s'il est clair que on ne va pas décider du jour au lendemain, le grand soir, à partir de demain matin, plus personne ne pourra vendre ou acheter ni du charbon, ni du pétrole, ni du gaz. Nos amis banquiers, qui sont tous sauf idiots, ont déjà fait ces calculs depuis longtemps. Ils savent très bien que la transition signifie la fin de leur business. En tout cas, ce qu'on pourrait appeler le modèle d'affaires qui est le leur aujourd'hui. Alors, le premier qui a dit ça, à ma connaissance, tout haut, c'était McCartney déjà, en septembre 2015, dans son fameux discours « La tragédie des horizons », où il disait qu'il y a 3 grands risques liés au climat. Le risque physique, ça c'est la destruction des actifs. Par exemple, si donc un tiers du Bangladesh est sous l'eau en 2050, tous les actifs qui sont sur ce tiers-là vont disparaître, ce qui pose un énorme problème en premier lieu pour les compagnies d'assurance. Mais McCartney disait qu'il y a un deuxième risque qu'il a appelé pudiquement le risque de transition, qui voulait dire si on va très vite dans la transition, on met en faillite toute une série d'acteurs financiers, au premier chef les banques. Et puis le troisième risque qu'il avait souligné à l'époque, c'était le risque juridique, c'est-à-dire celui de rendre légalement responsables ceux qui ne font rien de leur inaction et des conséquences de leur inaction. Et donc, ce risque de transition, en fait, est connu depuis longtemps de la part des acteurs bancaires. Ils ont fait leurs calculs. Ils savent bien que si demain matin, le charbon, le pétrole et le gaz sont des actifs échoués, la plupart sont en faillite. Et donc, il n'y a que 2 options possibles, ou bien, disons 3. Il y en a une qui est les banques acceptent spontanément de changer de business model. Mais ça, c'est assez compliqué, d'abord parce qu'elles font beaucoup d'argent encore aujourd'hui, donc c'est compliqué d'abandonner un modèle d'affaires qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Deuxièmement, parce qu'il y a une espèce de conservatisme intrinsèque du secteur bancaire, contrairement à ce qu'on s'imagine. Les banques ne sont pas du tout la pointe avancée du capitalisme rationnel et innovant, c'est tout à fait le contraire. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, les banques continuent d'utiliser ce qu'on appelle la VaR, la Value at Risk, pour calculer la mesure du risque de leur portefeuille. La VaR, je ne rentre pas dans le détail, c'est une certaine manière de mesurer le risque d'un portefeuille d'actifs. La VaR, on sait depuis au moins 25 ans que c'est une très très mauvaise mesure du risque d'un portefeuille. Et il existe des mesures alternatives. Certaines ont été construites par des matheux français, Philippe Hartner par exemple, qui ont fait un travail remarquable, qui est connu depuis plus de 20 ans, et les banques ne s'en emparent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de conservatisme global de la profession. Puis troisièmement, ce qui est compliqué également pour elles, qu'on peut mettre quand même à leur crédit, c'est que c'est difficile pour une banque de changer toute seule. Oui, parce qu'elle est quand même en concurrence avec les autres. Et donc, en fait, la concurrence fait que les plus vertueuses sont immédiatement pénalisées. Donc, évidemment, chacune attend, tout le monde est autour du bassin, si vous voulez. Personne n'a envie de sauter dans l'eau. Et tout le monde attend que le voisin saute dans l'eau avant soi-même. Voilà. Alors, ça, c'est la première option. Donc, c'est changer de modèle. Je pense qu'elles ne le feront pas. Deuxième option, elles freinent au maximum la transition. Et c'est, à mon avis, malheureusement, ce qu'elles font. C'est-à-dire, si vous regardez ce qu'on appelle la finance verte, qui est une espèce d'invention qui date de 2009, essentiellement destinée à réconcilier le secteur bancaire avec le public. C'est-à-dire, après la grande crise des subprimes de 2008, il y a quand même eu une certaine désaffection à l'égard du monde bancaire. Moi, je me souviens de conférences grand public en province où les gens cherchaient la corde pour les pendre le banquier qui était dans la salle, quoi, en 2009. Donc, il fallait quand même que les banques trouvent un moyen de se redonner, disons, une vertu.
et proclamer haut et fort que, et puis à grand renfort de publicité dans les journaux, on voyait ça dans Le Monde, vous aviez les pages entières du Monde où on vous expliquait que les banques étaient devenues vertes, écologiques, tout d'un coup. C'était un moyen de se réconcilier. Dans la réalité, tout ce qu'on appelle la finance verte se heurte à un problème de fond qui est ce qu'on appelle l'additionnalité, c'est-à-dire le fait que quand même la grande majorité, alors pas tous, il ne faut pas exagérer, mais l'écrasante majorité des projets industriels qui sont financés aujourd'hui avec de la finance dite verte, par exemple les obligations vertes, les green bonds, qui ont été émises d'ailleurs par le Trésor français, pour ceux qui travaillent au Trésor, l'écrasante majorité de ces projets auraient été financés de toutes les manières, avec de l'argent brun. Ils sont des projets qui sont ni plus ni moins verts que les projets classiques, financés de manière classique. Autre exemple, tout le mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'offset en anglais, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, qui est un mécanisme qui est en place depuis plusieurs années, qui est un mécanisme de marché au niveau international, qui autorise un pays industrialisé, admettons la France, à acheter le droit de ne pas réduire ses émissions, donc acheter le droit de continuer de polluer, en échange de quoi le pays qui va recevoir l'argent, donc la France paye, et admettons l'Inde reçoit cet argent et utilise cet argent pour décarboner son économie. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme qui a été imaginé par les économistes néoclassiques, tout à fait mainstream, qui a priori est très vertueux, c'est-à-dire qu'en principe, comme ça coûte cher, la France devrait quand même diminuer un petit peu ses émissions. Et puis, comme ça rapporte de l'argent à l'Inde, l'Inde devrait décarboner fortement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que la plupart des projets, en tout cas au moins 50% des projets, d'après une étude qui vient de sortir hier, 50% des projets qui sont financés de cette manière-là sont des projets qui ont été financés de toutes les manières, qui n'avaient pas besoin de cet argent et dont une partie ne sont pas spécialement verts. En revanche, ça permet aux pays industrialisés d'acheter le droit de continuer de polluer à un prix d'ailleurs qui n'est pas très élevé, puisque par exemple dans le cas des mécanismes d'offset Europe-Inde, on est à 20-25 euros la tonne, ce qui est vraiment bon marché. Donc en fait, ça permet aux pays industrialisés de s'octroyer le droit de continuer de polluer pour pas cher. Oui. Donc, et on appelle ça de la finance verte. Donc, alors tous ces mécanismes-là sont destinés à voiler le fait que le secteur bancaire s'oppose en réalité, viscéralement, à ce que la transition ait lieu. Après, il y a énormément de choses qui ont lieu en coulisses, c'est-à-dire dès que vous avez une entreprise qui a des velléités un peu fortes d'avancer du côté de la transition écologique, si elle a des dettes, son créancier, qui est un banquier, vient le voir et lui dit, écoutez, vous avez des bonnes idées, mais d'abord, vous pourriez commencer par rembourser vos dettes. Ce serait une meilleure idée. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, vous avez des pressions dans tous les sens. Et évidemment, du côté de la puissance publique, il en va de même. Le serpent de mer qui est la dette publique et qui est un moyen en fait de freiner la dépense publique est aussi un moyen d'empêcher le financement par l'État de la transition écologique. Alors, quelle est la troisième option? Parce qu'il y a à mon avis quand même une solution qu'on a proposée dans le rapport de juin qui est d'enlever en fait les métastases brunes qui sont dans les bilans des banques. Donc pour ça, pour cette troisième option, il y a trois sous-options, il y a trois manières de faire. La première, qui est la plus extrémiste, consiste à forcer la transition. Donc vous déclarez politiquement que le charbon, le pétrole et le gaz, admettons, sont des actifs échoués, ce qui évidemment n'arrivera jamais, mais admettons, c'est un exercice de pensée. Vous provoquez la faillite des banques et là, vous nationalisez les banques. Bon, c'est une option version au Front populaire très musclée, disons. Vous avez une deuxième, mais qui est très dangereuse. Très dangereuse, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout comme dans les années 30, au sens où la plupart de nos grosses banques ont des liaisons, des liens capitalistiques avec énormément d'autres institutions financières, et puis surtout des liens de dépendance via les marchés dérivés qui sont absolument impossibles à contrôler. Une bonne partie de ces liens étant ce qu'on appelle OTC, c'est-à-dire over the counter, donc n'étant même pas enregistrés dans les chambres de compensation. Donc en fait, la puissance publique n'a aucune idée de l'endroit où sont ces liens. Donc on ne sait pas du tout si BNP Paribas faisait faillite demain, quel impact cela aurait sur, je ne sais pas, Merrill Lynch, Bank of America, Crédit Suisse en Suisse, etc. On ne sait pas. Et en fait, on n'a pas vraiment les moyens de le savoir. D'où le fait qu'on ait perdu 2 ans, en 2010, si vous vous en souvenez, à régler le problème de la dette publique grecque. C'est-à-dire, en réalité, le haircut de la dette publique grecque qui a eu lieu en 2012, donc la réduction de la dette, n'a eu lieu qu'en 2012, et donc on a perdu 2 ans par rapport au début du déclenchement de la crise publique grecque, qui était en 2010. Pourquoi? Parce qu'il a fallu 2 ans pour réunir les acteurs privés qui détenaient de la dette publique grecque pour savoir qui en avait, et surtout qui avait ce qu'on appelle des CDS, donc des collateralized debt
swaps, pardon, excusez-moi, sur la dette publique grecque. Et on ne savait pas, tout simplement parce que ces CDS n'ont pas été échangés via des chambres de compensation qui centralisent l'information, mais via des échanges de gré à gré entre institutions bancaires qui ne rapportent pas, disons, à la puissance publique ce qu'elles font. Donc là, si vous voulez provoquer la faillite des banques, c'est quand même très dangereux. On n'a aucune idée de ce que ça peut induire sur l'ensemble des marchés internationaux. Deuxième grande option, celle à laquelle évidemment les autorités européennes vont finir par se ranger, tôt ou tard, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour elles, qui est de faire ce qu'on a fait en 2009, c'est-à-dire de construire une bad bank, une banque de défaisance publique, qui va racheter pour très cher les actifs bruns de nos banques, donc qui va soulager nos banques, et puis ensuite qui va gérer elle-même la perte de valeur de ces actifs. C'est-à-dire, admettons, pour faire image, on crée une bad bank en France qui va racheter les actifs bruns de nos 4 champions nationaux, BNP, Société Générale, BPCE et Crédit Agricole. Donc, ces 4 banques-là reçoivent de l'argent plutôt que d'avoir des actifs pourris. Donc, elles sont très contentes. Et puis, la bad bank publique va gérer les actifs pourris. Plus personne ne voudra de ces actifs pourris, évidemment. Donc, en fait, elle va essentiellement faire la perte sur la valeur de ces actifs. Donc, quand même, grosso modo, c'est un énorme cadeau fait aux banques. La question, c'est qui paye à la fin ce cadeau? Qui paye la note? Mais si on fait des bad banks publiques, en fait, c'est le contribuable, puisque la dette de la bad bank va venir s'inscrire au bilan de la dette publique française. Vous voyez, ça, de mon point de vue, c'est une très mauvaise option. Ça revient en fait à faire payer un énorme cadeau de Noël aux banques par le contribuable. Alors, c'est d'autant plus une mauvaise option qu'il y a une troisième solution, qui est d'utiliser le pouvoir de création monétaire de la Banque centrale européenne en demandant de faire la même opération par la BCE. Donc, la BCE rachète les actifs pourris auprès de nos banques et garde ces actifs dans son bilan. Donc, celle qui joue le rôle de la banque de défaisance, la bad bank, c'est la BCE. Qu'adviendra-t-il? La BCE fera des pertes, et elle fera des pertes substantielles, puisque, comme je vous l'ai dit, au moins pour les actifs de premier tour, c'est 500 milliards. Ce n'est pas une petite somme, sachant que les fonds propres de la BCE, c'est moins de 80 milliards. Donc, évidemment, elle sera dans le rouge, mais c'est la Banque centrale. Et en fait, une banque centrale peut très bien fonctionner avec des fonds propres négatifs. Donc, ça a été rappelé par la Banque internationale des règlements, la Banque des règlements internationaux, la BIS en anglais, Bank of International Settlements, qui est à Bâle, qui a publié un nouveau rapport il y a encore quelques années pour réexpliquer qu'une banque centrale peut très bien fonctionner avec des fonds propres négatifs. En fait, une banque centrale n'a pas besoin de fonds propres pour fonctionner. Donc, les fonds propres sont juste une espèce de fiction que l'on garde pour rassurer le kidam dans la rue qui demanderait mais la BCE, au fait, ça fait combien de fonds propres? Alors, on lui dit 80 milliards, mon enfant, et donc là, il est rassuré. En fait, ça pourrait être 5, ça pourrait être 102, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça du tout qui assure la crédibilité de l'euro et qui permet à la BCE d'opérer. Donc, la BCE ferait des pertes, elle perdrait 500 milliards, elle serait techniquement dans le rouge, mais ça ne pose aucun problème, la BCE ne peut pas faire faillite. Donc, ceci a été redit par la BIS, ça a été redit par la Banque centrale d'Angleterre, et contre mes petits camarades économistes néoclassiques qui croient qu'une banque centrale peut faire faillite, ça n'est pas le cas. Pas en tout cas à cause de ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles une banque centrale peut se trouver en grande difficulté, comme c'est le cas aujourd'hui au Liban, par exemple, mais ça n'a rien à voir. C'est un sujet complètement différent. Donc, mon option à moi, c'est de dire, faisons du judo avec la BCE et demandons à la BCE de faire l'opération chirurgicale sur les bilans de nos banques. Quel sera le résultat de ceci? Nos banques vont être débarrassées de leurs actifs pourris, elles pourront de nouveau opérer, elles seront débarrassées également de la tentation de faire du greenwashing partout parce qu'elles pourront enfin financer la transition. Et il faut évidemment que l'opération chirurgicale soit conditionnée au fait qu'il leur soit interdit désormais de continuer de financer du brun. Ça, évidemment. Donc, vous savez très bien qu'il y a 2 rapports qui ont été sortis par Oxfam à 2 années d'intervalle qui montrent qu'en gros, 70% des crédits accordés par les banques françaises au secteur de l'énergie vont vers l'énergie brune. Donc, nos banques continuent de financer du brun. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit à propos des actifs, les 500 milliards qui sont actuellement dans les bilans des banques. Ça, c'est du stock. Donc, ça, c'est le legs du passé. En fait, c'est le résultat des 40 dernières années, en gros, de choix de sociétés françaises en faveur du fossile. Et puis, malheureusement, c'est comme un peu, si vous voulez, quelqu'un qui aurait un cancer des poumons et qui continuerait de fumer, nos banques continuent d'accorder des crédits bruns. Voilà. Donc, il faut opérer sur les 2 tableaux. Il faut opérer à la fois sur les stocks, donc sur les métastases qui sont dans les poumons. Il faut faire une opération pour enlever ces métastases. Et puis, dans le même temps, il faut dire aux banques, maintenant, ça suffit, la récréation est terminée. Vous arrêtez de financer le brun. Sinon, d'ailleurs, vous allez être en faillite, c'est tout, c'est votre problème. Vous voyez?
Bon, c'est un peu ça que j'essaie de défendre depuis plusieurs années, pas plusieurs années, depuis plusieurs mois, pardon. Il y a un certain nombre de patrons de banque lucides et honnêtes qui disent, hors micro, ben, évidemment, Gaël, c'est la seule solution, on est d'accord avec toi, mais jamais ils le diront publiquement. Voilà un peu ce que je peux dire. Si vous voulez, je peux en dire beaucoup plus, hein, mais comme, Non, mais c'est intéressant parce que alors, vous revenez aussi donc, sur le rôle majeur donc, de la BCE, avec toujours cette image de faire du judo avec, notamment sur la question donc, de la dette publique des États, où vous déconstruisez un peu les idées reçues sur la question dette État, entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous liez ça aussi à un grand plan de financement de la reconstruction écologique. Alors, ça, si vous voulez, c'est un autre sujet qui est voisin, mais qui pourrait avoir lieu indépendamment de ce qui se passe dans les banques. Donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour être plus précis, depuis 2009, la BCE rachète d'abord de manière épisodique, puis de manière systématique, des titres de dette publique sur le marché secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui, on fait une adjudication du Trésor en France, donc le Trésor dit, voilà, j'ai besoin d'emprunter, admettons, X centaines de millions demain matin. Donc, j'émets des titres de dette publique et je demande à qui voudra bien de me prêter cet argent en échange de la propriété sur un titre de dette publique française. Admettons, BNP Paribas achète ce titre de dette publique. Comment fait BNP Paribas? BNP Paribas crée de l'argent pour ça. C'est très important de se le redire. Ce n'est pas du tout l'épargne accumulée au front, à la sueur du front par un noble travailleur qui est utilisé par BNP pour prêter à l'État français. C'est de l'argent qui est créé ex nihilo en quelques lignes sur un programme, sur un écran d'ordinateur, par BNP Paribas, qui prête du coup cet argent créé ex nihilo à l'État français. En échange de quoi, BNP est propriétaire d'un titre de créance sur l'État français. Et le jour même, la BCE achète ce titre de créance auprès de BNP, avec une petite commission, évidemment, parce qu'il n'y a pas de service rendu sans paiement. Ce qui permet en fait à BNP d'être extrêmement généreuse à l'égard de l'État français. C'est-à-dire BNP s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas du tout de prêter à l'État, c'est de pouvoir revendre aussitôt à la BCE, d'empocher la commission, qui est une commission qui est très faible, mais multipliée par des centaines de milliards, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des free lunch, des repas gratuits offerts par la BCE et l'État aux banques privées. Alors évidemment, la BCE ne dit pas ça. Elle dit, mais moi, je rachète les titres de dette publique pour faciliter l'endettement des États, parce que quand même, les temps sont durs. En réalité, est-ce que les États auraient plus de difficultés à s'endetter sans la BCE? Ce n'est pas clair, pour une raison qui est liée en fait aux stratégies d'optimisation de portefeuille des grands fonds de gestion d'actifs qui ont besoin, pour éviter d'avoir trop de risques, de mettre leurs œufs dans différents paniers, et donc de diversifier les risques de leur portefeuille. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir de la dette publique en euros. Donc, ils ont de la dette privée et de la dette publique. Ils ont besoin d'avoir un peu de dette publique, pas que de la dette privée. Puis ils ont des dettes libellées dans toutes les devises de la planète. Ils ont besoin d'avoir de l'euro, pas simplement du dollar, du yen et admettons du rand sud-africain. Donc il leur faut, in fine, il leur faut un peu de dette publique en euros. Et comme il n'y a pas beaucoup de pays qui émettent de la dette publique en euros, et que la France en fait partie, en fait, c'est pour ça que vous avez eu un moment très paradoxal où la France pouvait même s'endetter à taux négatif. Ce n'était pas du tout à cause des vertus des Français, même si les Français sont très vertueux, ce n'est pas le problème. Mais vous voyez, c'est parce que, en fait, les grands fonds de gestion d'actifs avaient absolument besoin, pour leur tambouille interne, leur cuisine interne, d'avoir de la dette publique en euros. Bon. Donc, la BCE fait ça. Alors, elle a commencé à faire cette opération en 2009. Les banques ont trouvé que c'était très intéressant. Et depuis 2015, elle le fait de manière extrêmement systématique. Et donc, aujourd'hui, la BCE détient plus de 2300 milliards d'euros de dette publique émise par des États membres de la zone euro. Hein, c'est l'équivalent du PIB français. Donc, ça commence à devenir considérable. Et on se retrouve dans cette situation extrêmement paradoxale qui est que nous, les États membres de la zone euro, nous sommes les actionnaires de notre banque centrale, mais notre banque centrale est notre créancier, parce qu'elle détient une créance sur nous. Et donc moi, ce que je dis, c'est, écoutez, il faut arrêter ce jeu de dupes, annulons cette dette. Que se passerait-il? Donc je disais ça déjà dans mon livre « Illusion financière » en 2013. Que se passerait-il? Alors, officiellement, donc, une fois de plus, la BCE ferait des pertes. Donc, admettons, elle perdrait 2300 milliards. Alors, tout de suite, on se dit, voilà, la BCE perd 2300 milliards. Mais je vous rappelle qu'une banque centrale ne peut jamais faire faillite. Donc, elle sera dans le rouge vis-à-vis de ses fonds propres. And so what? Où est le problème? Alors, un certain nombre de gens disent, quand on leur dit ça, ah oui, mais alors attendez, non, parce que si la BCE fait des pertes sur ses fonds propres, et d'ailleurs, ça vaudrait aussi
pour le mécanisme concernant les banques, dont je parlais il y a 10 minutes, les États membres de la zone euro sont tenus de recapitaliser la BCE au prorata de la part de leur PIB dans le PIB de la zone euro. Alors, comme la France, en gros, c'est un cinquième, si la BCE, en gros, perd 2300 milliards, c'est-à-dire que la France devrait recapitaliser la BCE à hauteur de 1 cinquième de 2300 milliards, oui, un peu moins de 500 milliards. La réponse est non, pas du tout. Rien n'oblige les États membres de la zone euro à le faire. Parce qu'évidemment, si on faisait ça, en fait, on n'aurait absolument rien gagné. C'est-à-dire que le contribuable, à la fin, continuerait de payer pour la dette que, de toutes les manières, nous devrions rembourser. Oui. Donc, on n'aurait pas avancé d'un cheveu vers la résolution du problème. Donc, en fait, il faut absolument que les États refusent de recapitaliser la BCE, ce qu'ils peuvent très bien faire. Ils ne seront pas sanctionnés par personne. Je veux dire, l'Allemagne ne va pas envoyer la Wehrmacht parce qu'on ne recapitalise pas la BCE. La BCE restera dans le rouge. Ce n'est pas grave. Ça ne porte aucun problème. Et en revanche, on aura supprimé 2300 milliards de dettes publiques. Alors, ma proposition à moi, si vous voulez, c'est qu'on ne fasse pas une pure opération comptable, mais qu'on prenne cette occasion-là, cette opportunité-là, pour, d'une certaine manière, refonder le projet européen, qui quand même est en grande difficulté aujourd'hui, et dire, voilà, écoutez, on a compris qu'on a besoin de faire la reconstruction écologique du continent, on a besoin de beaucoup d'argent pour ça, énormément d'argent. En fait, cet argent, on l'a puisqu'on s'est inventé à nous-mêmes une dette que nous n'avons pas, parce que c'est une dette que nous nous devons à nous-mêmes. Donc, annulons cette dette d'un trait de plume et utilisons cet argent pour financer un grand plan de reconstruction écologique au niveau européen. Donc, un vrai Green New Deal. Et avec 2300 milliards, il y a quand même de quoi faire. Bon, c'est ça ma proposition. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Je suis certain que l'Allemagne finira par se rendre à ces idées-là. Peut-être qu'entre-temps, il y aurait eu tellement de grabuge qu'on n'en sera plus là, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une solution de sens? Oui, ça me paraît évident. Mais alors, oui. Ça, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Cette dernière proposition, c'est une des 12 mesures que vous avez souhaité porter dans le débat public. On serait très intéressé par savoir comment c'est reçu, entendu, discuté ou pas, on va dire, par l'exécutif actuel et les principaux candidats à la présidentielle. Alors écoutez, la plupart ont complètement ignoré ces propositions, y compris celle-là. L'exécutif actuel a fait envoyer un certain nombre de porte-paroles improvisés pour dire que c'était une unité complètement folle, que Gaël Giraud ne savait pas ce que c'était qu'une banque centrale, etc. Bon, que c'était juridiquement impossible. Donc d'abord, l'argument a été de dire que c'est techniquement impossible, parce qu'une banque centrale ne peut pas perdre ses fonds propres. Donc il a fallu que je sorte le rapport de la BIS pour dire, écoutez, vous savez lire, donc lisez. Alors après, l'argument, ça a été, c'est juridiquement impossible. Donc on a travaillé à l'Institut Rousseau avec une juriste remarquable, et on a fait une nouvelle note qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps pour dire qu'il n'y a aucun obstacle juridique. Parce qu'en fait, l'argument, c'est juste de dire qu'un créancier a toujours le droit de renoncer à sa créance. Rien n'oblige un créancier à tuer son débiteur pour récupérer sa créance. Si le créancier dit, voilà, j'ai envie d'être gentil et généreux cette année, eh bien, je ne réclamerai pas ma créance, personne ne peut lui en faire grief. Donc là, ce serait le cas. La BCE déciderait, dans sa sagesse, de renoncer à la créance qu'elle détient sur les pays membres de la zone euro. Et ensuite, on nous a dit que ce serait politiquement infaisable, parce que vous comprenez, la crédibilité de l'euro, ce serait affreux, l'euro s'effondrerait sur les marchés internationaux, etc. Ce à quoi je réponds, de toute façon, si on ne fait rien, il va s'effondrer sur les marchés internationaux, parce que l'économie de la zone euro va très mal. Et ensuite, si au contraire, on explique que c'est pour financer la reconstruction écologique du continent, l'euro se portera très bien, parce que les investisseurs internationaux vont comprendre que l'avenir se trouve en Europe. Parce que du point de vue de la reconstruction écologique, si vous voulez, il faut un certain nombre d'ingrédients pour pouvoir la faire. La première, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ça ne viendra pas de l'Éthiopie, si vous voulez. Ce n'est pas l'Éthiopie qui va faire la transition écologique. Surtout que ce n'est pas chez elle que l'urgence est la plus manifeste. Il faut avoir ensuite de très bons ingénieurs. Il faut avoir ensuite une population éduquée qui soit capable de traverser ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire le fait qu'à chaque fois que vous faites des gains en termes d'efficacité énergétique, malheureusement, nous autres bipèdes humains, on les perd en s'inventant des nouveaux besoins énergétiques que nous n'avions pas. Donc l'exemple caricatural, que je cite toujours là-dessus, c'est la voiture. C'est-à-dire nos voitures aujourd'hui sont, pour ceux qui roulent en voiture, beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font d'énergie que les voitures des années 70. On a fait d'énormes progrès en termes d'efficacité énergétique, mais le bilan énergétique de nos voitures aujourd'hui est à peu près le même que celui des années 70, parce qu'entre-temps, on a mis un petit moteur électrique pour remonter la vitre, on a mis un ordinateur de bord, un GPS,
un écran de télévision pour les enfants à l'arrière, etc. Voilà. Toutes choses, tous ces gadgets qui n'existaient pas il y a 50 ans. Bon. Et donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait des progrès, on s'invente des nouveaux besoins pour continuer de dépenser encore plus d'énergie. Et d'une certaine manière, malheureusement, c'est une espèce de loi anthropologique. L'être humain est un adorateur fini de l'énergie et de la dissipation d'énergie. Donc, en fait, pour traverser ça et renoncer à la tentation de s'inventer des nouveaux besoins énergétiques, il faut une population éduquée qui comprenne ça, qui comprenne que ce n'est pas être un amiche que de remonter la fenêtre de sa voiture à la main, comme l'ont fait nos parents. Vous savez, pendant le permis de conduire, on vous y remonté la vitre sur l'autoroute pour vérifier que vous arriviez à coordonner les deux mains. En fait, voilà, ce n'est pas si compliqué que ça, vous voyez. Bon, Alors donc, ça, effectivement, on y reviendra sur… Pardon. donc ça, pardon. Ça veut dire qu'il y a deux régions qui peuvent le faire, à ma connaissance, hein, qui sont le Japon et l'Europe. Parce que les États-Unis ont l'argent, les États-Unis ont les ingénieurs, mais ils n'ont vraiment pas la population éduquée. Je suis sur place, je peux vous garantir que non. Donc il n'y a que deux régions qui le feront. Et donc, si l'Europe et le Japon pédalent dans la semoule de la déflation depuis plus de 25 ans maintenant, ce n'est pas le Japon qui va la faire, hein, la transition écologique. C'est l'Europe. Donc, si demain, on faisait une grande mise en scène politique, avec le couple franco-allemand en tête, disant on a compris qu'il faut faire la reconstruction écologique, pas simplement pour sauver l'Europe, mais d'ailleurs pour sauver la planète. Bon. Et on va le faire parce qu'on va se donner à nous-mêmes 2300 milliards d'air frais pour pouvoir financer un gros Green New Deal au niveau européen. Je peux vous dire que les investisseurs seraient ravis. D'accord. Alors, sur la question effectivement de reconstruire un récit et une vision un peu désirable d'une société bas carbone, effectivement, on y reviendra. Ce sera l'objet notamment du troisième thème. Vous évoquiez justement la question du Japon. Là, je vois une question. Je suis désolée, mais comme il y a beaucoup de questions, je ne vais peut-être pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Mais juste pour revenir sur la question, quid des autres banques centrales, effectivement. Si l'Europe fait ça, est-ce que c'est jouable si notamment les États-Unis ne font pas de même? Alors, ne font pas de même quoi? Ça concerne… Cette structure, cette mécanique justement d'annulation de la dette et de financement. Il y a un certain nombre de banques centrales qui n'ont pas racheté systématiquement la dette publique de leur État. Notre banque centrale est la seule à être la banque centrale de plusieurs États en même temps. La banque centrale d'Angleterre, c'est la banque centrale de l'Angleterre. La banque centrale de Suisse, c'est la banque centrale de la Suisse. Donc, pour qu'il y ait un mécanisme analogue en Suisse, par exemple, il faudrait que la banque centrale de Suisse et à Berne ait racheté des titres de dette publique suisses de manière massive. Et que du coup, que les Suisses se mettent d'accord pour se dire nous allons annuler notre dette vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Ça aurait beaucoup de sens. Le point, c'est que je ne suis pas sûr que la banque, alors je n'ai pas vérifié d'ailleurs, je ne pense pas que la Banque centrale suisse ait énormément de titres de dette publique suisse dans son bilan. Donc, alors, par contre, du côté américain, c'est davantage le cas déjà, effectivement. Donc, la Fed pourrait très bien le faire, et les États-Unis s'en porteraient beaucoup mieux. L'une des raisons pour laquelle, pour l'instant, je pense, l'administration Biden ne le fera pas, c'est que, si vous voulez, à ce jour, les États-Unis n'en ont pas besoin, parce qu'ils peuvent continuer de s'endetter à volo. Ça donne lieu, si vous voulez, à des débats internes au Congrès qui font la une des journaux du New York Times et du Washington Post, mais ça, c'est juste pour la galerie. En fait, en réalité, ils savent très bien qu'ils peuvent continuer à s'endetter pour l'instant à libitum tant que le dollar reste la devise universelle. Autrement dit, pour être plus précis, tant que nous continuerons à signer des grands contrats énergétiques sur la planète en dollars. Alors, vous avez peut-être… Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, qui pilote le choix de la devise internationale. Si vous avez une devise qui permet d'obtenir de l'énergie, c'est celle que vous devez avoir. Et donc, pour l'instant, comme tous les grands contrats énergétiques internationaux sont en dollars, tout le monde a besoin du dollar. Il y a peut-être quelques années, l'Arabie saoudite a commencé à dire « Ah, mais vous savez, on pourrait peut-être changer de devise. » Le lendemain, il y a eu un porte-avions américain qui flottait pas très loin de l'Arabie saoudite pour rappeler que, bon, il faut être sérieux. Oui. Donc, les États-Unis regardent ça de très, très près. Donc, pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Mais, en fait, les Américains pourraient le faire avant nous, cette opération. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, de ce point de vue-là. Beaucoup moins. Ah ouais. Alors, on a une question, on ne va pas toutes pouvoir les prendre sur la taxonomie. Alors, je suis désolée, la personne qui la pose n'a pas écrit son nom et son prénom. Donc, je propose que cette personne pose directement la question. D'accord. Alors, la question, c'est quelle est votre analyse sur le projet de taxonomie européenne?
Oui, c'est un projet intéressant, il faut le faire, c'est indispensable. La question, c'est quelle est la réalité dans le détail de ce qui est visé avec cette taxonomie. Pour être un tout petit peu provocateur, je vous dirais, le jour où ce sera Alain Grandjean qui sera chargé de vérifier cette taxonomie, je serai confiant. Tant que ce n'est pas Alain Grandjean, j'ai des grands doutes. Voilà. Peut-être que vous pouvez rappeler qui est Alain Grandjean. Ouais, à la fois un grand ami. Alors, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est le président de la Fondation pour la Nature et l'Homme et il est membre du Haut Conseil pour le climat. Et puis, il est surtout le fondateur de Carbone 4. Avec... Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que je vois d'autres questions, mais qui sont plus sur les thèmes suivants. On va peut-être passer, mais avec toujours aussi le même fil conducteur sur la question de la finance et du nerf de la guerre, notamment pour les pays les plus petits, sur un peu votre analyse un peu sur la COP26, comment vous voyez un petit peu j'allais dire les suivantes, hein, parce que moi j'ai l'impression que ça fait des années que de toute façon on nous explique que les accords et les modalités techniques, bah, ça sera pour le coup d'après. Peut-être revenir avec une petite touche positive un peu sur quand même concrètement quelles sont un peu les avancées qu'on peut voir, notamment sur la question des accords sectoriels et voir aussi quand même les grands trous, que ce soit pour la question de la compensation pour les pays qui se prennent de plein fouet le réchauffement climatique, sur la question aussi des normes et de finalement comment on arrive un peu à régenter tout ce qu'affichent les pays. On a vu des éléments extrêmement erronés et aussi le système de ce que doivent, entre guillemets, les États industrialisés aux pays en voie de développement. Ouais, il y a énormément de choses à dire là-dessus, hein. Globalement, comme je pense la plupart d'entre nous, je suis extrêmement déçu par la COP26. Pas parce que j'en attendais beaucoup, mais parce que justement, j'avais raison de ne pas en attendre beaucoup, malheureusement. Ce qu'on peut dire du côté positif, les choses qui étaient relativement attendues, il y a eu quand même un renforcement léger par un certain nombre de pays de leur NDC, Nationally Determined Contributions, c'est-à-dire des plans de décarbonation sur lesquels ils se sont engagés. En 2015, pour la première fois, les pays membres des Nations Unies ont remis, à l'époque c'était Laurent Fabius, le président de la COP21, des NDC, c'est-à-dire des feuilles, des routes de décarbonation nationales qui expliquent comment chacun de ces pays s'engage à réduire ses émissions. Vous savez qu'à l'époque, si tout le monde devait tenir ses promesses, ça nous envoyait quelque part autour de plus 3,5 degrés de réchauffement à la fin du siècle au niveau planétaire. Donc, ce n'était pas du tout compatible avec les plus de degrés sur lesquels on a conclu l'accord de 2015. Donc déjà, à l'époque, il y avait une dissonance cognitive énorme entre l'accord final et ce que chacun des pays s'était engagé à faire. Si vous faisiez la somme de ce que tous les pays s'étaient engagés à faire, ça ne donnait pas plus 2, ça donnait plus 3,5. Mais si aujourd'hui, tout le monde tient ses promesses, alors on est en dessous des plus 3. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, si on croit aux promesses, on a fait un progrès. Je ne peux pas dire le contraire. La question, c'est ces promesses sont-elles crédibles? C'est quand même ça l'énorme sujet. Et disons, il y a quand même pas mal de pays qui, pour l'instant, ne tiennent absolument pas leurs promesses, à commencer par la France, qui n'est pas du tout sur les rails de tenir ses promesses de l'accord de Paris en 2015. Mais on peut dire quand même, c'est vrai qu'il y a eu, à part pour quelques pays, il y a quelques pays qui ont eu le toupet, pour certains de ne pas améliorer leur NDC, pour d'autres même de proposer des NDC moins disants qu'en 2015. Donc, je crois qu'il y a le Brésil, je n'ai plus la liste en tête, mais le Brésil, la Malaisie, et je crois au moins un troisième. Donc ça, c'est de la pure provocation, c'est du jeu politique. Je pense qu'ils espéraient passer dans les journaux pour faire du buzz. Mais ça, c'est la version COP26 de Zemmour. C'est un peu la même chose. Alors après, le véritable progrès, à mon avis, il vient d'Afrique du Sud, parce que c'est resté relativement discret, mais l'Afrique du Sud, pendant la COP26, s'est mise d'accord sur un mécanisme très intéressant. Donc l'Afrique du Sud, vous voyez le sujet, c'est-à-dire que c'est un pays qui dépend énormément du charbon. Donc, la richesse de l'Afrique du Sud, il y a un tout petit peu de tourisme grâce au Cabernet Sauvignon français qu'ont planté les Huguenots au XVIIe siècle, hein, du côté de Cape Town. Mais en vérité, l'essentiel de l'économie sud-africaine, c'est le charbon, et puis un petit peu la finance. Et c'est une économie qui reste entièrement centrée sur l'apartheid, même si depuis 1994, officiellement, l'apartheid est aboli. Mais en réalité, les détenteurs du capital, donc des mines de charbon, sont tous des blancs anglais, même pas les Afrikaners, mais des blancs anglais. Et donc, ce qu'a fait, et alors, par ailleurs, Eskom, qui est l'opérateur électrique national d'Afrique du Sud, l'équivalent d'EDF pour les Sud-Africains,
l'ESCOM a accumulé énormément de dettes, qui est de la dette publique, et l'ESCOM est techniquement en faillite. Donc, comment vous faites dans un tel pays pour amorcer la transition écologique et l'abandon du charbon et le passage à des énergies renouvelables? Et en fait, pour dire les choses de manière un tout petit peu caricaturale, c'est plus compliqué que ça dans le détail, mais en réalité, le principe, c'est celui-là. Les créanciers ont accepté de renoncer à une partie de leurs créances à condition que ce don, cet argent donné, soit utilisé par ESCOM pour financer des projets d'énergie renouvelable. Et à condition, aussi évidemment, que les mines de charbon soient abandonnées le plus rapidement possible. Donc en fait, pour être un tout petit peu plus précis, les créanciers ont accepté ce qu'on appelle un swap for nature ou un swap for carbon de la dette. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, on renonce à X milliards de rand sur la dette, en échange de quoi vous allez au moins réduire de X millions le nombre de tonnes de carbone que vous allez émettre dans les 10 prochaines années. Et si vous ne tenez pas vos engagements, vous allez devoir nous rembourser la dette quand même que nous sommes prêts à laquelle nous sommes prêts à renoncer. Vous voyez? Donc, en fait, une manière pour les créanciers de dire je veux bien abandonner ma créance, mais à condition que vous soyez vertueux du point de vue écologique. Alors, on pourrait dire mais quel est l'intérêt des créanciers de faire ça? Il est double. Le premier, c'est qu'ils ont compris que c'était le seul moyen de sauver ESCOM, premièrement, et puis aussi quand même de trouver un financement pour les énergies renouvelables en Afrique du Sud. Puis le deuxième, ça contribue quand même au ralentissement du réchauffement climatique, dont même les créanciers vont profiter. Parce que les créanciers ne sont pas forcément africains. Certains sont californiens, etc. Oui. Donc, en fait, tout le monde a intérêt à faire ça. Donc, je dis ça parce que ce mécanisme-là pourrait être le précurseur d'opérations beaucoup plus vastes du même acabit. En fait, les swap for nature, c'est-à-dire des abandons partiels de dette en échange de quoi le débiteur s'engage à mettre en place des projets qui sont favorables à l'écologie, c'était extrêmement pratiqué par la Banque mondiale il y a une vingtaine d'années. Mais pas du tout au niveau national, vous voyez, au niveau local, régional, avec des petites communautés dans la République démocratique du Congo. Mais en fait, on sait faire. Donc la machinerie financière, elle existe déjà, on sait que c'est. Voilà, il n'y a aucun problème. Des swaps sur des dettes publiques, ça existe aussi. La France, par exemple, en fait tous les jours. C'est ce qu'on appelle chez nous des C2D, donc c'est l'AFD qui gère ça, hein, des contrats d'abandon de dette pour le développement. En revanche, ils ne sont pas nécessairement conditionnés à des financements de projets verts, vertueux du point de vue écologique. Donc là l'idée, c'est juste de dire on va mixer les deux expérimentations. On va faire au niveau national ce que la Banque mondiale a fait de manière très systématique il y a 20 ans, et on va réutiliser l'équivalent des C2D que pratique largement la France, mais pour la reconstruction écologique. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout un truc révolutionnaire. En réalité, c'est assez banal pour les financiers. Sauf que c'est la première fois qu'un État le fait, c'est l'Afrique du Sud, et que ça pourrait en inspirer d'autres. Par exemple, la BCE, l'Union européenne, oui. Suivez mon regard. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la grande nouvelle de la COP26, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un État qui accepte d'entrer dans ce type de négociation et qui obtient gain de cause auprès de ses créanciers. Et l'espoir, c'est que ça fasse tache d'huile, c'est-à-dire que d'autres États en fassent autant, qui sont en général moins coincés que l'Afrique du Sud, donc pour qui ça devrait être plus facile, paradoxalement. Alors après, l'autre point que moi je soulignerais sur la COP26, c'est quand même le paradoxe incroyable de la construction même de l'événement. C'est-à-dire, en fait, à Glasgow, vous aviez tous les jours, au bas mot, 50 000 personnes qui défilaient dans les rues avec des pancartes annonçant l'apocalypse. Vous avez vu ces photos avec des jeux de mots sur Apocalypse Now, etc. Vous aviez ensuite, à l'intérieur de l'enceinte, entre 10 et 15 000 personnes, dont je n'ai pas fait partie cette année, mais j'étais parmi ces 10 000 personnes sur toutes les autres COP depuis 6 ans, qui s'agitent dans tous les sens, qui font les side events, des conférences avec les caméras, tout ça, et qui montrent que en fait, la communauté internationale est concernée, mais qui n'ont pas de droit d'intervention sur la négociation diplomatique comme telle. Et puis, vous avez une toute petite enceinte qui travaille à huis clos avec un tout petit nombre de diplomates qui ont des mandats donnés par leur gouvernement, qui travaillent avec des données scientifiques qui sont fausses et qui arrivent à des conclusions qui sont extrêmement décevantes. Donc, quand vous avez cette image-là, vous dites, mais quand même, du point de vue du fonctionnement de la démocratie en Occident, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire, c'est quand même la question écologique est quand même le sujet majeur pour nous aujourd'hui et pour les générations futures pour les 500 prochaines années. Et voilà comment on traite ce sujet. Vous voyez ? Donc là, il y a un déni de démocratie qui est très, très impressionnant.
ad minima, je trouve, on devrait exiger que les négociations aient toutes lieu de manière transparente, à ciel ouvert, si je puis dire, retransmises immédiatement sur YouTube, de manière que tout le monde puisse voir ce que notre État est en train de négocier. Vous voyez ? On pourrait le faire aussi pour les discussions au niveau de la Commission européenne et du Conseil. C'est Varoufakis notamment qui avait poussé ça. J'ai proposé ça aussi, évidemment, qu'on arrête ce jeu incroyable où personne ne sait vraiment ce qui a été négocié. Et chacun de nos ministres revient à Paris. Quand il a gagné en disant « Regardez comme je suis fort, j'ai réussi à faire plier l'Europe ». Quand il a perdu, il dit « Ah, c'est encore la faute des Allemands ». En réalité, on ne sait pas du tout ce qui a été négocié. Vous voyez, donc là aussi, il y a un déni de démocratie qui est absolument scandaleux. Donc voilà, moi, c'est ça qui me frappe sur la COP26, c'est-à-dire, j'en étais pas arrivé à ce niveau de conscience avant. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, malheureusement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'aller défiler dans les rues de Glasgow, puisque les diplomates, en réalité, n'en tiennent pas compte. Il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de discussion, en réalité. Donc, on essaie, évidemment, tout le monde essaie de trianguler avec les médias, mais ça ne marche pas. Vous voyez. Donc, voilà, c'est ça. Je crois que ça veut dire que la construction, en fait, de la communauté internationale avec les structures onusiennes qui sont les nôtres, puisque la COP26, ça fait partie d'une structure de l'ONU, ça ne marche plus. Vous voyez. Donc, il faut inventer autre chose. Le G20, malheureusement, n'a pas vraiment de légitimité démocratique. Il ne représente que lui-même. Il s'est autoproclamé G20. Vous voyez, donc ça va, à mon avis, dans le sens de la prise de conscience, disons, de l'effondrement progressif, mais en fait assez rapide, des structures de l'ONU, disons, du droit international et de la communauté internationale onusienne, telle qu'on l'avait construite après 1945. Donc celui qui a énormément cassé ça, c'est Trump, évidemment, aidé par la Chine et la Russie, qui s'en fichent complètement, mais qui jouent avec ça. Mais disons, c'est ça qui est le grand enjeu qui est derrière, c'est de reconstruire des institutions internationales qui prennent au sérieux la communauté internationale, donc le fait qu'on ait la possibilité de discuter entre nous et qu'on ait la possibilité de mettre en œuvre des stratégies de coopération internationale. Donc le premier exemple, évidemment, c'est la pandémie. Donc l'OMS n'est pas écoutée, comme vous le savez, par les États, et on n'a aucune instance internationale qui permet d'organiser une discussion entre les États pour réussir à se coordonner au niveau de la vaccination. Alors qu'on sait très bien que c'est la seule manière de se débarrasser du virus. Voilà, donc les institutions onusiennes sont inefficaces là-dessus. Elles ne permettent plus d'aborder ces questions-là. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU est resté muet pendant la totalité de l'année 2020. Il n'y a eu aucune déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'on était face à une crise sanitaire d'ampleur mondiale inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et alors justement, là, vous faisiez le parallèle avec l'OMS et la pandémie. Et si on revient justement sur la question on va dire, des États insulaires et des pays les moins avancés, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un espoir, des solutions? Et alors là, je m'adresse aussi, j'allais dire, à l'ancien économiste en chef de l'AFD qui a bien traité ces questions. Oui. Écoutez, on va atteindre les plus 1,5 degrés très peu de temps après 2030, à peu près quoi que nous fassions, à cause du réchauffement déjà embarqué, à cause de l'inertie atmosphérique et puis maritime. Et on sait qu'1,5, en fait, en 2015, on avait signé, donc la communauté internationale s'est engagée à tout faire pour rester aussi proche que possible des plus 1,5, parce qu'on sait qu'au-delà de 1,5, il y a un certain nombre d'États qui vont disparaître, les petites îles du Pacifique, etc. Donc malheureusement, je suis obligé de constater que ces petits États-là sont condamnés. En fait, ils le savent. Donc, ils jouent aujourd'hui sur la mauvaise conscience des États industriels pour essayer de récupérer un peu d'argent pour relocaliser leur population le jour où leur île sera sous l'eau. Voilà. Alors, la réponse n'est pas du tout au niveau. Si vous regardez le fonds vert, par exemple, on n'a toujours pas les 100 milliards sur lesquels on s'était engagé. Or, 100 milliards, c'est rien du tout. Le PIB mondial, c'est 70 000 milliards. Donc, réunir 100 milliards, c'est absolument rien du tout. Et on n'y arrive même pas. Moi, je pense que, si vous voulez, un pays comme la France aurait pu, à la COP26, dire, écoutez, il manque 60 milliards pour arriver aux 100. Moi, je les mets sur la table. Je m'endette de 60 milliards supplémentaires. Avec le petit mécanisme de la BCE, de toute façon, ça passait comme une lettre à la poste. Vous faisiez un gros coup médiatique à la COP26. Et là, vous disiez à tout le monde, bon, qui est-ce qui fait mieux? Vous voyez? Et c'est évident que les autres pays, dans ce cas-là, sont obligés d'essayer de dire quelque chose ou de faire quelque chose pour s'aligner. Alors après, bien entendu, on aurait eu
les gnomes de Bruxelles et de Bercy qui nous auraient dit ah là là, mais on s'endette, c'est très grave. Dans ce cas-là, le président de la République, pas l'actuel, mais un vrai président de la République, fait une conférence de presse au niveau international. Il dit écoutez, moi j'ai mis 60 milliards pour sauver la planète et j'ai des gnomes, là, des nains habillés en costard-cravate qui m'embêtent parce que j'ai trop de dettes. Qu'est-ce que je fais avec eux? Vous voyez. Et c'est évident qu'il a la totalité de l'opinion publique mondiale avec lui. Effectivement, c'est… Et dans le bras de fer, vous avez Bruxelles. Je dis pas du tout que je ne suis pas du tout favorable à une sortie de la zone euro, mais vous voyez ce type de provocation-là, qui est un moyen de secouer le cocotier, hein, dans le bras de fer avec Bruxelles. Donc, si on fait ça, admettons que la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, disent oh là là, vous avez violé telle et telle manière d'interpréter les traités, on n'est pas du tout d'accord avec vous. Ça va leur prendre 2-3 ans dans une bataille juridique pour mettre en place une sanction contre la France, admettons. Et au bout de 2-3 ans, une fois que la sanction, s'il y a sanction, vous dites bah, écoutez, je vais payer ce que vous me demandez, l'amende à laquelle vous me condamnez, mais je vais retirer ça de ma contribution au budget de la zone euro. Comme je suis deuxième, vous voyez, il y a quand même des manières d'entrer dans un bras de fer avec les institutions européennes, manières qui n'ont jamais été essayées par nos gouvernements, jamais. Alors, il y a une question taquine. Alors, je propose à Jean Bourdaria s'il veut lever la main. Alors, je viens de voir Ophélie qui lève la main. Est-ce que Jean Bourdaria veut poser sa question? Un, sur les crédits utilisés à l'AFD et deux, sur la bonne affectation des milliards qui seraient destinés au PVD. Alors, oui, merci de me donner la parole. Oui, j'ai travaillé un petit peu dans le développement en Afrique et en Amérique latine et un chef de projet de l'AFD me disait que les concours accordés par l'AFD aux pays en voie de développement avaient de très nombreuses utilités, mais que celles qui étaient affectées vraiment du développement ne représentant que 10% des concours accordés par l'AFD. Je pense que Galgiro doit le savoir ça 1000 fois mieux que moi. Comment est-ce qu'on peut faire pour que déjà les 100 milliards, on a promis 100 milliards pour la transition, alors bien sûr, il faudrait déjà les donner, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est sûr, mais une fois que c'est fait, comment s'assurer qu'ils soient utilisés pour la transition et pas pour toute autre chose? Alors, c'est deux questions distinctes. Je commence par la deuxième. Vous créez un organe sous tutelle onusienne, admettons, hein, au niveau international, dont vous ne faites pas nommer le président par les Chinois ou par les Coréens, qui vont évidemment mettre quelqu'un d'incompétent à la tête pour neutraliser l'organisme, comme c'est le cas pour le GIEC aujourd'hui, hein, malheureusement, et vous demandez à cet organe-là de contrôler l'usage qu'il fait de cet argent. On sait quand même faire ça. On sait faire ça pour les armes nucléaires, on peut faire ça avec l'argent, malgré tout. Non, moi, je ne suis pas sceptique là-dessus. Alors après, sur ce que fait l'AFD, moi, je suis embêté pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, pourquoi je suis embêté, parce que j'ai gardé des liens amicaux avec un certain nombre de mes anciens collègues que je n'ai pas envie de critiquer publiquement. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de mal de l'AFD, même si c'est sûr qu'il y a énormément de progrès, il y a une grande marge de progression, comme on dirait, sur la qualité des financements des projets financés par l'AFD. Ce que je peux vous dire, c'est, vous savez peut-être qu'il y a eu une grosse bagarre autour d'un projet en Chine, qui était un projet de centrale à charbon dans le Xinjiang, la République du Xinjiang, la République du Nord-Ouest de la Chine, où se trouve 1 million de Ouïghours dans les camps de rééducation. Donc, c'est la Chine qui n'a absolument pas besoin d'argent français. C'est dans le Xinjiang, qui est un haut lieu quand même de violation des droits humains, et c'est du charbon. Et on n'a vraiment pas du tout besoin de financer du charbon aujourd'hui. Donc, je m'y suis opposé assez fortement. Ça a valu beaucoup de friction, pour dire les choses de manière extrêmement polie, à l'intérieur de l'AFD, et ce n'est pas complètement étranger au fait que j'ai fini par partir de l'AFD, vous voyez, parce qu'à la fin, la vie étant courte, on a quand même autre chose à faire que de se frictionner sur ces sujets. In fine, le projet a quand même été abandonné. Donc, ça vaut la peine de se frictionner de temps en temps, vous voyez. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ophélie, je vous laisse vous présenter et poser votre question. N'hésitez pas les uns et les autres, hein, si vous le souhaitez, à dire où vous travaillez. Et on est aussi là pour ça, même si on est nombreux. Bonjour, merci beaucoup Florence. Alors, Ophélie Dars, je travaille au ministère de la Transition écologique. Voilà. Donc, il faut de la force et du courage.
en ce moment. Je vais essayer d'être court, mais je vais rebondir sur le sujet à la fois de la dette publique, de la transition et de la COP26 que vous avez mentionné, avec une question sur votre sentiment sur l'utilisation des debt swaps, donc en fait des échanges de dettes, pour le dire en français, hein, mais du coup des annulations de dettes en échange en fait d'un objectif précis. C'est des mécanismes qui ont été utilisés, vous l'avez dit, dans certains cas. Ça date pas d'hier. Il y a eu des mécanismes très spécifiques qu'on a appelés des nature debt swaps, qui ont été faits il y a quelques années aussi pour de la biodiversité justement. C'est souvent présenté comme des mécanismes assez compliqués parce qu'en fait, il y a un tiers, c'est pas juste le créditeur et celui qui détient la dette et le payeur en question qui discutent, mais il y a souvent une tierce partie qui est une partie du secteur financier. Mais du coup, est-ce que ces mécanismes-là, ça vaudrait pas quand même le coup d'y réfléchir dans le contexte actuel? Sachant que typiquement, on a quand même, vous l'avez dit, par rapport à nos institutions onusiennes aujourd'hui, le rapport de force n'est plus le même. C'est-à-dire que par exemple, la dette africaine, il me semble que c'est quasiment la Chine qui la détient à un taux extrêmement élevé. Donc on n'est plus du tout dans des rapports qui étaient ceux dans lesquels on a créé en fait toutes nos institutions financières et internationales et onusiennes d'après-guerre, qui était l'objectif maintenir la paix. Là, l'objectif, ce serait vraiment d'assurer la transition, on pourrait le dire comme ça, et elles ne sont pas équipées pour, en fait. Et il y a un vrai frein là-dessus. Donc voilà, excusez-moi, c'est une énorme question, mais à la fois, c'est assez précis aussi sur comment transformer en fait des instruments dont on discute. Voilà. En fait, je suis à 200% d'accord avec vous. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de dire. Un exemple sud-africain, pour moi, peut-être le prolégomène à une généralisation et un mainstreaming, comme on dirait en français, des processus de swap de dette pour la nature, pour la biodive ou pour ce que vous voulez, en fait, la réduction des émissions, à un niveau plus vaste. Je suis entièrement d'accord. C'est bien ça l'objectif. Donc, moi, de mon point de vue, si vous voulez, ce qu'on va faire, nous, ici, à Georgetown, on va aller regarder de très, très près la manière dont ça se passe en Afrique du Sud, d'autant qu'en fait, le collègue sud-africain qui est à l'origine de l'idée fait partie de mon labo. C'est un ami, c'est Mark Swilling. Et puis, on va essayer ensuite de promouvoir ça pour un certain nombre d'autres pays. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors après, est-ce que c'est compliqué? En fait, de mon point de vue, si vous voulez, il vous faut un tiers parce que les relations entre un créancier et un débiteur, c'est rarement complètement pacifique. Vous voyez, c'est rarement détendu. Et ensuite, le vrai sujet, si vous voulez, c'est quel est le prix implicite de la tonne de carbone que vous mettez. Si, par exemple, c'est des réductions d'émissions, si vous dites je vous accorde je vous donne en fait X milliards contre Y millions de tonnes, vous donnez un prix implicite à la tonne en faisant ça. Et la question, c'est quel est le prix implicite de la tonne sur lequel il faut se mettre d'accord. Donc là, il y a une vraie discussion, une vraie négociation qui n'est pas du tout un mécanisme de marché, qui ne marche pas du tout. C'est une discussion politique, mais dans laquelle il y a évidemment des considérations économiques qui doivent intervenir. Donc, évidemment, je ne dis pas que c'est simple, mais s'il y avait une solution simple à tous nos sujets, je pense qu'on la connaîtrait. Mais moi, je crois vraiment que… Alors après, ce que vous ajoutez en disant, en plus, les pays d'Afrique subsaharienne qui recommencent à s'endetter depuis plusieurs années, comme vous le savez, et le FMI n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, mais qui, c'est nouveau, ne s'endette plus tellement auprès de l'Occident, mais s'endette surtout auprès de la Chine. Vous avez 1000 fois raison. Hein. C'est la raison pour laquelle notre ministre de l'Économie et des Finances a généreusement proposé aussi une annulation des dettes des pays d'Afrique subsaharienne. Pas du tout parce que tout d'un coup, il a de la compassion pour l'Afrique, c'est parce qu'il veut garder le Club de Paris. Le Club de Paris, comme vous savez, c'est l'endroit où on négocie les négociations de dettes, on renégocie les dettes, sauf que, évidemment, la Chine voudrait que le Club de Paris devienne le Club de Pékin. C'est-à-dire que ce soit à Pékin que ça se renégocie. Et en fait, de facto, les prochains pays qui vont craquer au niveau de la dette publique, probablement devront aller s'expliquer à Pékin et plus à Paris. Donc, si vous êtes français dans ce cas-là, vous dites, écoutez, on va annuler vos dettes, hein, comme ça, vous allez continuer de venir chez nous parce qu'on est quand même nettement plus sympa que les Chinois. Oui. Donc, il y a ce type de jeu qui est déjà en cours aujourd'hui. Bon, voilà. Donc là-dedans, bien évidemment, on serait très, très inspiré si la France, par exemple, poussait au niveau international des swaps de dette pour l'ensemble des pays africains. Ce serait génial. Bien sûr. Merci. Alors, Philippe, est-ce que votre micro marche? J'ajoute un mot juste là-dessus, c'est pour Ophélie, c'est que si on le faisait, à découvert, si je puis dire, devant les médias, il y avait évidemment quelqu'un avec un esprit complètement tordu qui dirait, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autant avec la BCE? Vous voyez, quelqu'un poserait la question, forcément. Merci Philippe. Alors, on a une question sur l'agriculture. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre, mais je vous laisse poser votre question. Oui, vous entendez là?
Très bien. Magique, c'est magique. Alors, je vais essayer de faire court et puis je vais réussir surtout. Vous savez, je vous parlais d'une personne très très vieille qui est morte depuis quelques années maintenant. C'était mon arrière-grand-mère. Elle disait, je vous passe la traduction parce que c'était en patois du Nord-Pas-de-Calais. Elle disait, un sac vide, ça ne tient pas debout. Moi, ce que je pense, voyez-vous, parce que là, si on regarde bien, tout ce qu'on dit, que je bois du petit lait, évidemment, comme beaucoup de gens ici, j'imagine, c'est quand même à l'échelle macro. On a posé les questions financières, etc., qui ne concernent pas trop les gens, finalement. Hein, c'est les cols blancs qui font ça. Au quotidien, dans la rue, ça ne joue pas. Nous, ce qui importe le quotidien de chacun, ma foi, c'est d'avoir à bouffer, d'avoir un toit, d'être en sécurité, que les enfants aillent à l'école. D'avoir à manger. Ça permet que le sac soit rempli. Donc, tienne debout. Et à partir du moment où il tient debout, eh bien, il peut se poser d'autres questions. Il peut investir notamment le champ climatique, le champ de l'éducation, le champ politique et éviter à... J'ai pas envie de parler de ce sinistre personnage. Voilà, on peut bouger tout ça. Et il me semble qu'on laisse trop... Vous savez tous d'où vient la FNSE en France, hein, son historique assez moisi, pardon. Je pense qu'on laisse trop l'agriculture dans un traitement en silo. Alors que l'agriculture, je ne suis pas agriculteur moi-même, hein, je suis consultant en développement durable, ce qui veut à peu près rien dire. L'agriculture, elle est porteuse de solutions en termes de financement, pour le financement même. Hein. On parle par exemple du financement des solutions fondées sur la nature, par exemple. L'agriculture, c'est quoi? C'est produire des biens pour manger. C'est d'abord ça. Et là, dans l'agriculture, on a un vrai potentiel. Gaël, vous avez travaillé, pardon, défaut professionnel. Tu as travaillé à l'AFD, tu connais le truc par cœur. L'agriculture, c'est un vrai levier de coopération. Et alors, moi, c'est là-dessus que je bosse en ce moment, donc c'est une question un peu intéressée, j'avoue, et très longue, je l'avoue aussi. Je pense qu'il serait bon c'est un gros mot, mais de planifier les choses. Qu'a-t-on besoin pour assurer la production alimentaire pour chacun, qui pourrait, en étant planifié, puisqu'on ne maîtrise pas la météo, les nuages, les grêles et autres, qui pourrait être également alimenté, c'est le cas de le dire, le secteur assurantiel, en cas de catastrophe ou autre, financièrement, on pourrait équilibrer. Je pense que l'agriculture est un vrai levier et qu'une vraie planification qui permettrait également d'assurer et de tamponner les échanges internationaux en la matière, on a là un vrai lien qui est trop en silo. Merci Philippe. On va peut-être laisser Gaël répondre. Je réponds très vite, je suis à 300% d'accord avec toi Philippe. Il se trouve qu'à une réunion du G20 à Bologne le 15 septembre dernier, j'ai dit exactement ça. Et j'ai plaidé pour qu'on fasse disons que le G20 fasse en anglais un call for action, donc un appel à l'action du côté de l'agroécologie, en disant au fond, avec l'agroécologie, on résout toute une série de problèmes. Donc d'une pierre, on fait plein de coups à la fois. Premièrement, la question de la sécurité alimentaire, qui, comme vous le savez ou comme tu le sais, hein, n'est pas du tout assurée, en particulier en Afrique subsaharienne, pour les 25 prochaines années. On va le voir dans les mois qui viennent, hein, déjà maintenant, dans la Corne de l'Afrique. Donc, il y a la question absolument majeure de la sécurité alimentaire. Il y a la question aussi de la protection de la biodiversité. Et l'agroécologie a cet avantage énorme de permettre de protéger aussi bien la biodive sauvage autour des champs, disons, utilisés ou des terrains utilisés pour l'agroécologie que la biodiversité domestique du côté de l'endroit où on fait l'agriculture. Donc, d'une certaine manière, ça coche toutes les cases. La difficulté, c'est les petits agriculteurs de la planète, ceux qui nourrissent en vérité l'humanité, hein, parce que ce n'est pas l'agro-industrie américaine qui nourrit l'humanité. Une partie d'entre eux a trop de dettes, d'où par exemple les suicides en série en Inde. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi de soif de dette, par exemple. Donc, à mon avis, je suis entièrement d'accord qu'il faut, disons, des interventions sectorialisées, que l'agriculture joue un rôle majeur, premier, qu'elle coche tellement de cases qu'elle devrait être prioritaire quasiment par rapport à tout le reste. Et aussi, c'est un sujet au niveau micro qui est complexe. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le traiter, mais il faut le regarder complètement. Et du coup, il faut aussi, malheureusement, faire intervenir les financiers dans la solution de l'équation pour que les agriculteurs complètement pris à la gorge
par, disons, le jeu de la dette à cause du capital dans lequel ils sont obligés d'investir, puissent survivre. Voilà, en gros, ce que je dirais. Alors, j'ai plaidé pour ça à Bologne. Évidemment, le succès a été retentissant. Et donc, le G20 a fait une déclaration dès le lendemain pour dire qu'il faut absolument promouvoir l'agroécologie sur la planète entière. Merci. On va passer à la troisième partie qui est, je l'ai souhaité un peu plus ouverte sur la question donc mais qui est essentielle. Hein. Donc, comment vous voyez un peu comment on met au cœur de la reconstruction écologique toute la refonte des systèmes d'enseignement et de formation. Ce qui pourrait être intéressant aussi, alors nous, au LIER, on a animé une table ronde l'été dernier, en avril dernier, sur la question justement de la haute fonction publique, des élèves de la haute fonction publique qui plaident à corps et à cri pour avoir une formation digne de ce nom sur tous les enjeux et qui sont parfaitement conscients entre ce qu'ils voient sur le terrain et la façon dont ils sont outillés, c'est juste pas du tout à la hauteur. Donc, je trouve que ça serait intéressant aussi qu'on reparle un peu de cette question de la formation qui a aussi été évoquée de façon assez surréaliste dans les discussions sur la loi transition et climat et qui a été refermée aussi sec qu'elle a été ouverte. Donc voilà, mais peut-être expliquez-nous un peu comment vous voyez un peu les pas progressifs ou radicaux pour construire une vision et un imaginaire sur une société bas carbone. Alors, il se trouve que la ministre Frédérique Vidal avait demandé à un petit groupe d'amis de rédiger un livre blanc sur la transition écologique dans l'enseignement supérieur français. Donc, on l'a fait. Je crois que le titre final, c'est « Le manuel de la grande transition », qui a été publié au Lien qui libère. Je crois que c'est bien, c'est pas mal. Donc, moi, je recommanderais ça. La proposition qui a été faite là-dedans, si vous voulez, c'est vous avez en gros deux grandes options, sachant qu'il y a un troisième sujet dont je vais parler dans un instant. Les deux grandes options, c'est soit vous dites il faut que l'on verdisse, entre guillemets, la totalité de nos disciplines, de ce qu'on enseigne, quel que soit le type d'enseignement. Donc, il faut que les matheux qui font de la topologie algébrique trouvent un moyen pour sensibiliser leurs étudiants à la question écologique. Je ne dis pas que c'est simple, mais en histoire, c'est beaucoup plus facile, surtout grâce aux excellents travaux de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, en philo aussi, etc. Vous voyez, mais bon, en maths, en topologie algébrique, c'est plus compliqué. Peu importe. Et soit vous avez cette option-là, puis l'autre option, c'est vous faites une filière dédiée à la question écologique. Et vous faites des spécialistes de l'écologie, et puis les autres n'en entendent pas parler, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Évidemment, la bonne solution, à mon avis, c'est de faire les deux. Donc, on a besoin de fonctionnaires, notamment de hauts fonctionnaires qui seront spécialisés dans la transition. On a besoin de plein de petits Alain Grandjean dans tous les sens. Alain Grandjean ou Valérie Masson-Delmotte ou quelques autres de cet acabit, oui. Mais on a aussi besoin que tout le monde soit informé sur cette question, parce que c'est aussi important de comprendre ces enjeux-là que de savoir faire du grec ou de l'hébreu, à mon avis. Même si j'aime beaucoup le grec, ce n'est pas le sujet. Voilà. Alors après, il y a un troisième aspect, à mon avis, qui est surmonter la dissonance cognitive énorme entre ce que l'on enseigne, ce qu'on pourrait enseigner, et la manière dont on le fait. Donc ça, c'est l'enjeu de la reconstruction de campus universitaires et nos lieux de formation, l'ENA à Strasbourg, Sciences Po, rue des Saints-Pères, etc., nos écoles d'ingénieurs. Il existe aujourd'hui dans le monde une douzaine de vrais campus écologiques, dont un qui a été fondé par Mark Souling, dont je parlais tout à l'heure, en Afrique du Sud, qui est à l'université de Stellenbosch, à côté de Cape Town, où normalement j'enseigne tous les ans, qui est un campus qui a été construit à l'intérieur d'un éco-village, dans lequel toute l'eau est recyclée, tous les déchets sont recyclés, avec des étangs en étage qui permettent de recycler petit à petit les déchets de manière naturelle. Toute l'électricité provient des panneaux photovoltaïques sur les toits. Tous les matériaux de construction sont des matériaux locaux soutenables, disons, durables. Et tout le monde est végétarien et tout le monde fait de la permaculture le matin avant d'entrer en classe. Donc, moi-même, quand j'y vais, quand j'enseigne là, je passe une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, avec mes propres étudiants, à faire de la perma dans le jardin. Et puis à midi, on sait qu'on va manger les légumes du jardin. Je peux vous dire que ça crée une ambiance, une atmosphère éducative, on pourrait dire, avec les étudiants qui est juste extraordinaire, que je n'ai jamais expérimenté nulle part ailleurs. Les étudiants, quand ils arrivent là, ils pleurent parce que c'est la Jérusalem céleste descendue sur terre pour eux. C'est-à-dire qu'ils voient enfin un endroit où on a essayé de prendre au sérieux cette question et où on est au niveau de ce qu'on devrait faire. Et puis quand ils partent, ils pleurent aussi parce qu'ils n'ont pas envie de partir.
Donc, c'est assez extraordinaire. Et on peut se dire des choses dans ces enceintes-là qui sont très difficiles encore à dire dans les enceintes classiques. Donc, à mon sens, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les curricula. La difficulté là-dedans, c'est évidemment que la plupart d'entre nous, profs, ne sommes pas formés à ça. Donc, quand même, une bonne partie de ma génération, quand nous étions étudiants, personne ne nous a jamais parlé d'écologie. La plupart des profs qui enseignent, pour ceux qui enseignent, qui donnent des conférences, disons à l'ENA, sont incapables d'articuler 3 mots sur l'écologie, à part Jean-Marc Janco et moi, puisqu'on intervient tous les ans à l'ENA maintenant. Mais vous voyez, je veux dire, c'est... Donc, comment voulez-vous que nos jeunes énarques comprennent quelque chose à l'écologie si leurs profs sont incapables de leur en parler? Donc là, il y a un vrai sujet. Mais je dirais ça. Tout le monde est concerné par le sujet. Donc, toutes les disciplines, en fait, doivent réviser leur propre curricula pour prendre en compte et mettre au cœur la question de la reconstruction écologique. Il faut une filière spécialisée de gens qui en sauront beaucoup plus que la moyenne des Français, et c'est très bien comme ça. Et puis, troisièmement, il y a la question du style de vie sur le campus. Les campus doivent devenir, en fait, les prémices de la transformation de la société. Ce qu'ils étaient à l'origine, les premiers campus universitaires remontent à l'Éthiopie, au 6e. C'est bien avant l'université de Fès au Maroc, que l'on cite toujours, avant l'université de Bologne, en Occident. Donc Bologne, c'est le 11e siècle, Fès, c'est le 9e, 10e. Et avant ça, vous aviez des universités en Éthiopie, au 6e, qui étaient en fait des universités écologiques, des campus, des vrais campus écologiques. Voilà. Donc la vraie tradition universitaire, c'est d'être un lieu de fermentation de la relation homme-nature, vous voyez, humain-nature, ou humain-non-humain. Et les universités doivent le redevenir, à mon avis, ce qui est un enjeu colossal. Ça, sur cette question de la formation au-delà des perspectives, on va dire, pour les jeunes générations, alors vous l'avez un peu dit, mais comment vous voyez un peu la question de la formation maintenant, ici, pour tous les gens, et on est de plus en plus nombreux sans avoir eu des formations spécifiques dessus, ce qui n'est pas forcément non plus que bien, pour justement pouvoir monter en compétence et que toutes ces questions, elles ne soient pas laissées finalement juste à des grands corps d'État, j'allais dire, avec tout ce qui s'ensuit derrière. On pourrait imaginer qu'il y a un plan de formation continue quand même coordonné par l'État. Je pense que ça ferait partie de ces missions, qui permettent à tout le monde de se recycler. D'accord. Juste, moi, j'ai une anecdote pour avoir travaillé sur le secteur de la transition énergétique et aller voir l'une des directions générales de l'énergie en leur disant, écoutez, je suis pas la seule à avoir absolument besoin de formations très précises sur les questions de stockage et d'hydrogène. Les réponses, c'est aller voir EDF, ils ont les réponses. Donc, effectivement, c'est toujours un peu limité. On a encore une petite dizaine de minutes. On peut prendre quelques questions si vous levez sagement la main. Je reviens, j'arrive tout de suite. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Céline. Merci pour la présentation. Juste un petit commentaire sur la formation. Ça va au-delà du climat. Je pense qu'on a un vrai problème de la formation des élites et aussi, comme vous dites, de la formation continue, au moins de la curiosité à reconnaître qu'on ne sait pas tout et du coup à s'informer, qui à mon avis n'est vraiment pas que sur le climat. Je pense que la pandémie montre aussi beaucoup de ses limites. Moi, ma question, c'était, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Moi, je travaille à la Banque mondiale sur les sujets climat-énergie, donc on est voisins. Et donc l'Afrique du Sud, c'est vraiment aussi un peu un cas à part en Afrique. Quid des autres pays? Comment vous voyez des solutions dans un contexte où, je ne sais pas, globalement, tout le reste va mal aussi et le problème de dette est quand même assez central. Est-ce que vous avez d'autres outils un peu créatifs de ce style-là? On n'a pas eu Fonds Vert tout à l'heure, mais c'est tellement une goutte d'eau par rapport aux sommes dont on a besoin que moi, le temps qu'on passe à parler des marchés carbone ou du Fonds Vert comme mécanisme de financement en Afrique, je trouve que c'est beaucoup de temps un peu perdu par rapport à l'ampleur des enjeux, même si c'est important et c'est vraiment des solutions aujourd'hui qui peuvent servir. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Je suis entièrement d'accord, 100 milliards, c'est une goutte d'eau, mais on ne les a même pas. Même ces 100 milliards, on ne les a pas, ce qui est quand même un paradoxe incroyable. Qu'est-ce que je peux vous répondre par rapport à ça? Un exemple très concret. Je suis assez convaincu que si on veut éviter que le Sahel devienne l'Afghanistan dans quelques années, ce que disait, vous connaissez le bouquin de Serge Mikhailov là-dessus,
et on est malheureusement en très bonne voie pour que ça le devienne. Il serait temps qu'on prenne au sérieux, par exemple, la question d'une muraille verte qui freine l'avancée du désert. On a fait semblant de le faire au Sénégal et en fait, on sait très bien qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas pour l'instant. Or, en réalité, on sait aussi qu'il y a énormément d'eau souterraine sur toute la bande sahélienne, puisqu'en fait, toute cette bande, il y a 13 000 ans, c'était un océan, c'était une mer en fait. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'eau, qu'il y a des nappes phréatiques colossales au Sahel. On sait aussi qu'Alain Gachet, un ingénieur français, sait repérer les nappes phréatiques jusqu'à moins 400 mètres, avec une fiabilité très, très élevée. Donc, moi, j'avais emmené Alain Gachet à l'Élysée il y a quelques années. Malheureusement, il a été accueilli comme un chien dans un jet ski, donc ça n'a pas servi à grand-chose. Mais on pourrait imaginer qu'avec l'équipe d'Alain, on fasse une cartographie des nappes phréatiques qu'il y a au Sahel et qu'on finance un grand projet au Sahel de muraille verte, sérieux cette fois-ci, avec des solutions d'énergie renouvelable décentralisées, essentiellement du photovoltaïque décentralisé, qui permettent de donner l'électricité pour animer des pompes, qui permettent de pomper de l'eau pour faire de l'agriculture, éventuellement de l'agroécologie au Sahel. Et avec ça, de nouveau, comme on se disait tout à l'heure avec je crois que c'était Philippe, vous réglez en partie le problème de l'insécurité alimentaire au Sahel, vous réglez le problème d'immigration, voilà, vous réglez évidemment l'instabilité politique. Voilà. Après, combien ça coûte? Ça doit coûter cher. Mais je veux dire, l'enjeu est tellement, ça coûtera tellement plus cher de ne rien faire si on était un tout petit peu sérieux. Dans tout ça, on est coincé par la question de la dette publique de toute une série de pays, les pays d'Afrique eux-mêmes, mais aussi les nôtres. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, mais la France pourrait mettre les 60 milliards qui vont bien, et so what? La question, c'est de la dette publique, c'est des règles, c'est des conventions comptables que nous nous donnons entre nous, qu'on peut changer à tout instant. En revanche, les 2 premières lois de la thermo, personne ne pourra jamais les changer. C'est ça l'enjeu. Tant qu'on n'a pas compris ça, y compris d'ailleurs chez vous, chez les petits camarades de la Banque mondiale, hein. Je veux dire, pour être très, on se parle entre nous, hein. Je veux dire, je pense que le département de recherche de la banque fait des choses remarquables. Il y a un certain nombre d'opérationnels de la banque qui continuent de répéter les mêmes recettes que dans les années 90, voyez, qui n'écoutent pas tellement ce que fait votre département de recherche, malheureusement. Non, ouais, d'accord. OK. Mais voilà, ça c'est un exemple concret. Pardon, juste pour terminer. Un grand projet, vous voyez, de muraille verte, financé au niveau international. Je suis sûr que la Banque mondiale mettrait les centaines de milliards qu'il faut. La Banque, évidemment, africaine du développement, même si elle va très mal. La Chine se sentirait obligée d'en faire autant, donc la CDB le ferait aussi, vous voyez. Et on aurait l'argent pour le faire. Puis évidemment, personne ne rembourserait cet argent. On n'a pas besoin de rembourser, en fait. Ophélie, vous aviez une réaction sur la formation? Oui, si je peux me permettre aussi, parce que ce que j'entends, alors sans doute c'est parce que c'est aussi lié à ma formation à moi et en plus de fonctionnaire public par la suite, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme de l'ENA, des élites, mais en fait, il y a tout le avant, parce que l'ENA, c'est quelque chose qui arrive en bout de course. Il faut quand même savoir qu'en France, on a un paquet d'écoles d'ingénieurs qui enseignent déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors là, je vais parler de l'agriculture parce que j'ai une formation initiale d'agro après d'éco, ou l'agroécologie. Bon, bah, c'est bien que ça devienne que maintenant la norme, mais ça date pas d'hier du tout. Et en fait, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a eu des réformes qui ne se voient pas du tout et qui ne sont pas du tout dans les débats publics sur justement les fonctionnaires et le mode de recrutement, en fait. Et quelles sont les filières qui sont privilégiées. Et typiquement sur la transition écologique dans son ensemble, ça a été très énergétique et donc on a toutes les formations très techniques des ponts, centrales, etc. qui sont extrêmement formées, mais qui sont aussi formées d'une certaine manière. Et là, je pense que vraiment la transition d'enseignement est vraiment à l'œuvre, hein. Mais il y a quand même ça à réfléchir avant, en fait. Et ça aussi, c'est enfin bon, vous le mentionniez dans l'exemple que vous citiez, hein, Gaëlle, merci pour ça, pour le fait d'aller cultiver, etc. Mais tout ce qu'on apprend, en fait, dès le plus jeune âge, et à quel point aussi en France, l'hégémonie des maths, en fait, etc., par rapport peut-être à la biologie ou des choses comme ça, hein, parce que c'est un peu basique ce que je dis, mais c'est ça derrière. Et donc voilà. Après, je ne suis pas une experte du tout des programmes maintenant, donc je ne veux pas dire de bêtises. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont faites aussi, et je sais qu'il y a des gens qui sont très engagés à tous les niveaux scolaires. Voilà. Mais ça dépend des gens, c'est ça le problème. Ça dépend pas de l'institution, et c'est ça qui, je pense, est un problème. Voilà, c'était une réaction.
Merci. Gaëlle, est-ce que vous avez encore 3 minutes pour une question qui n'est pas posée, mais qui est revenue à plusieurs reprises sur les personnes qui se sont inscrites, sur la question, allez, je vais dire, de la primaire populaire, pour faire large, et sur la question des 12 propositions que vous avez souhaité mettre au cœur du débat public. On voit comment ces questions, je veux dire, enflamment le débat politique tous les jours en ce moment. Plus sérieusement, vous avez évoqué comment ça avait été reçu, plus ou moins, celle sur le financement de la reconstruction écologique. Est-ce que néanmoins, sur certaines mesures, vous êtes écouté? Est-ce que c'est mal axé dans des programmes? Enfin, quel est un peu votre écho par rapport à ça? Et si j'allais dire, la perspective, vous parliez d'Élysée tout à l'heure, de 2022. Ma réponse, malheureusement, je crois que pas du tout. Donc, le seul qui a répondu, qui a réagi à ces 12 propositions, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour dire que la France insoumise était d'accord avec 10 d'entre elles, indifférentes à une 11e et hostiles à une 12e. Alors, j'avoue que je ne sais plus lesquelles. Hein. Il faudra regarder le message de Mélenchon, mais sinon, il n'y a eu aucun écho, absolument aucun écho. Mais j'ai l'impression que malheureusement, une partie des appareils de parti s'est lancé dans la campagne sans avoir de programme très, très construit. Je ne peux pas du tout jeter la pierre, mais je pense que c'est le cas d'Europe Écologie Les Verts. Hein. Ils sont en train de construire le programme maintenant. Mais l'été dernier, ils n'en avaient pas, je ne crois pas. Hein. Pas au niveau du parti, en tout cas. Et puis, à droite, ces sujets ne les intéressent pas du tout. Donc, j'ai eu quelques réactions sur l'histoire des gros porteurs dans l'armée française, mais de la part d'individus et pas de la part des partis. J'ai eu aucune réaction de la part des partis. Mais quand vous n'avez pas envie de discuter, le mieux, c'est d'ignorer en fait la proposition. Je ne vois pas d'ailleurs alors je ne suis pas en France, donc je ne vois pas de près, mais je ne vois pas dans la campagne de débat de fond. Je vois beaucoup d'insultes, de gens qui se font taper dessus dans les congrès de Zemmour, mais je ne vois pas de débat sur le fond. Est-ce qu'il y a un débat sur la fiscalité française? Est-ce qu'il y a un débat sur la régulation financière? Je ne vois pas de débat, il n'y a rien. Enfin, peut-être que ça existe et que je ne vois pas, hein, c'est possible. Hein, je n'ai pas accès à tous les médias. Peut-être sur des médias très confidentiels, mais bon, effectivement, sur les médias sur lesquels l'électorat vote encore, voilà, force est de constater. Je me suis permis de vous poser la question parce que vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux en ce moment sur ce sujet. Je suis actif à cause de la question de la primaire populaire. Si vous voulez, c'est quand même... donc, dans le dernier sondage qui est sorti, on a quoi? On a Mélenchon qui est à 9, Jadot qui est à 8. Hidalgo à 4,5 ou 5. 4,5 ou 5, Montebourg qui est à 3, et tout le reste est en dessous. Donc, je veux dire, personne ne passe la barre, le seuil du premier tour, absolument personne. Donc, le seul moyen d'avoir une chance pour qu'il y ait un programme un tout petit peu ouvert au deuxième tour, quand même, à mon avis, c'est l'Union. Bon, aujourd'hui, la seule plateforme qui permet ça, c'est la primaire populaire. Donc, je comprends à la fois, disons, les logiques internes et les stratégies et les bidouilles, pour être honnête, de différents partis qui ne veulent pas y aller. Je comprends que pendant des mois, en fait, si vous voulez, à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon était capable de mobiliser 500 000 votants, les autres ne voulaient pas entrer dans la primaire populaire parce qu'ils craignaient que Mélenchon y rentre lui aussi et ne rafle la mise. Voilà. Mais aujourd'hui, on est à 220 000 participants à la primaire populaire. On peut penser qu'il y a un taux de transformation de 1 à 3 au niveau des votants. Donc, ça veut dire 600 700 000 votants. Bon. Alors, Mélenchon reste majoritaire, s'il peut encore mobiliser 500 000 personnes. Vous voyez, c'est ce genre de calcul qui est derrière, malheureusement. Et avec tout ça, on perd l'intérêt général, hein, qui est une proposition, à mon avis, à gauche au deuxième tour. Effectivement. Bien. Merci pour ces échanges. Il est 20h32, donc on a quasiment respecté le timing. Merci beaucoup à tous. Nous étions très nombreux, donc ce n'était pas forcément simple de répercuter toutes les questions. Sophie, est-ce que tu veux dire peut-être un petit mot juste sur... On a un programme de descente qui est relativement chargé, donc peut-être 2-3 dates. Oui, tout à fait, mais très rapidement avant de se quitter, juste pour
vous présenter en 2 mots les prochains événements du LIER qui, du coup, seront accessibles là uniquement aux membres du réseau, mais une prochaine session d'accueil samedi matin à 11h, comme on fait tous les mois pour présenter aux nouveaux adhérents le réseau et l'association. Un échange jeudi 16 prochain à 19h avec Guillaume Saint-Denis sur la fiscalité écologique, membre du LIER. Et puis, pas du tout vendredi, lundi 20 décembre, aussi à 19h, la présentation du livre « L'État qu'il nous faut » par ces 3 auteurs qui seront sur Paris, et donc on aura une présentation hybride si la situation sanitaire nous le permet, mais à la fois à Paris et aussi en Zoom, en virtuel. Voilà de mon côté, et je te laisse conclure, Florence. Merci beaucoup à tous. Gaëlle, nous vous souhaitons une bonne journée, ensoleillée apparemment. Merci à tous. Au revoir, bonne fin de soirée.